Souvent, quand je regarde le comportement de certains pays voisins de l'AES, ça me fait rire au fait. Ce sont les mêmes personnes qui envoient chaque fois des émissaires dans l'AES pour rencontrer les autorités de l'AES. Chaque fois, ils ont le même narratif. Nous sommes venus pour renouer les relations avec l'AES. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Le Mali et l'Algérie, c'est le même pays. La Mauritanie et le Mali, c'est le même pays. Le Niger et le Bénin, c'est le même pays. Il n'y a pas de problème. C'est le même discours chaque fois. Et quand ils font ça, ils repartent. Qu'est-ce qu'ils envoient? Ils disent que non, à chaque fois, on a toujours fait un premier pas vers les pays de l'AES. Eux, ils refusent de collaborer avec nous. Vous savez, s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à l'AES, c'est l'AES n'est pas dans l'hypocrisie. Eux, ils ne savent pas faire semblant. Parce que le problème, quand on veut résoudre un problème, ce qui a occasionné la division entre nos États et vos États, là, il faut résoudre d'abord ce problème. C'est comme quelqu'un qui est malade. Tu es un médecin, tu n'as même pas diagnostiqué son mal. Tu commences à faire des ordonnances d'aller payer des comprimés. Pourtant, tu ne sais même pas de quoi il souffre. Ce n'est pas normal. Si on veut déjà renouer les relations entre nos pays et vos pays, ça doit être sain. On doit déjà diagnostiquer le problème et essayer de voir dans quelle mesure on peut résoudre le problème. Mais non, se lever puis venir vous dire on veut qu'on renoue les relations comme avant. Mais l'AES là, quand même, un État que vous avez essayé d'asphyxier par tous les moyens. Aujourd'hui, l'AES ne vous interdit pas de collaborer avec un pays que vous voulez. Et la preuve même en est que l'AES n'a jamais fermé la porte totalement à un État. Ça n'a jamais existé. L'AES a toujours dit, un État qui ne va pas respecter notre souveraineté, nous ne pouvons pas collaborer avec cet État-là. Nous voulons des relations gagnant-gagnant avec n'importe quel État du monde entier. L'AES n'a jamais fermé la porte à un État. La preuve en est qu'il y a toujours des entreprises françaises dans l'AES. Donc vous êtes libre de collaborer avec n'importe quel État que vous voulez. Que ce soit les États-Unis, la France et autres, ça c'est normal. Mais soyons réalistes. Vous chantez à longueur de journée que vous êtes un pays respectable. Un pays où il y a le développement. Un pays où il n'y a pas l'insécurité. On ne peut pas remettre ça en cause. Nous avons notre pays, vous avez votre pays. Et je pense que chaque peuple mérite ses dirigeants. On ne peut pas juger les autorités ivoiriennes à la place des Ivoiriens. Mais si vous-même vous dites ça, que font les bases militaires américains, français et autres dans vos pays? Et regardez même leur position. Des gens qui sont positionnés nez à nez avec nos frontières. Pourtant, vous savez que les mêmes qui sont venus se positionner chez vous, là, ce sont les mêmes que nous avons chassés dans notre pays. Parce que nous avons découvert que ce sont les mêmes personnes qui sponsorisaient les terroristes, qui accompagnent les terroristes, qui les protègent, qui leur fournissent le renseignement. Pour ne pas dire qui les finance. À maintes reprises, vous avez nié les faits en disant non, c'est faux. Il n'y a pas de base militaire des pays étrangers chez nous. Eux-mêmes, ils ont prouvé. Et on a vu tout dernièrement au Bénin, ils disent qu'ils ont condamné un quoi français là, qui falsifiait des papiers, un haut gradé. Mais vous dites qu'il n'y avait pas l'armée française dans votre pays. Lui, il faisait quoi là-bas? Vous voulez masquer les choses. Nous, on ne parle pas. C'est vous, vous parlez, c'est vous, vous tapez les mains et puis c'est vous, vous dansez. Maintenant, si ces pays sont toujours dans votre pays et servent de base arrière pour déstabiliser nos pays, ils sont là-bas, ils fournissent toujours le renseignement aux terroristes. Ils nous attaquent matin, midi, soir. Comment vous voulez qu'on ait des relations saines? Parce que c'est à cause de ça que nous avons eu des problèmes avec vous. C'est une réalité. Si vous voulez que réellement on soit comme avant, qu'on collabore de façon saine, sans problème et tout, mais résolvez le problème. Résolvez le problème. Vous êtes un État souverain. Aucune autre puissance ne peut pas venir s'implanter dans votre pays et puis travailler sans que vous ne soyez informés. Vous savez pourquoi ils sont là. Donc si tout ce qu'ils font est mauvais là, c'est que vous êtes de façon indirecte, vous êtes des soutiens des terroristes. Malheureusement, votre population n'est pas informée. Beaucoup sont toujours dans le fanatisme, beaucoup sont dans les histoires de notre pays est développé, ils nous détestent et tout. Mais la majorité, ils savent ce qui se passe. Ici, le problème n'est pas d'envoyer chaque fois des émissaires venir voir les autorités de l'AES pour essayer de résoudre le problème, mais c'est de chercher à savoir qu'est-ce qui a occasionné cette fracture-là entre nos États et vos États. Essayez de résoudre le problème. Vous allez voir que ça ne va même pas prendre du temps.
Dans ces 3 derniers jours, la Mauritanie a dépêché son ministre de la Défense, porteur d'un message du président de la Mauritanie dans nos 3 pays de l'AIS. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, nous, on est là. L'AIS est là. L'AIS mène son combat très sérieusement à l'heure actuelle. Quand on se rappelle dans ces derniers moments-là, les terreaux qui sont coincés dans une localité en frontière avec la Mauritanie. Dans ces derniers temps, la France même voulait intervenir pour sauver ces terreaux, mais ils n'ont pas pu. Et c'est aujourd'hui que la Mauritanie décide de venir envers nos pays. Il dépêche son ministre de la Défense dans nos pays. Alors, qu'est-ce que la Mauritanie cesse? Quand on se rappelle, il y avait une dame qui a dit que la Mauritanie, une députée de la Mauritanie qui a déclaré que la Mauritanie accueille les terreaux quand ils sont blessés au front. Il y a des hôpitaux en Mauritanie qui accueillent les terreaux là-bas pour les soigner. Et aujourd'hui, la Mauritanie décide de venir envers nos pays pour voir nos dirigeants. On espère que vous allez revenir à la raison. Aucun pays ne peut collaborer avec les terreaux et puis vous allez vaincre. Aucun pays ne va collaborer avec les terreaux. Après, ils ne vont pas vous attaquer. Quel que soit le temps, vous serez des victimes que les terreaux vont attaquer. Voilà. Merci encore à l'AIS. Nous, on reste sur notre position. L'AIS n'a rejeté personne. Si tu viens envers nous avec de bonnes intentions, nous on t'accueille. Sans problème. Camarades, je suis tombé sur cette nouvelle-là qui dit que Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Côte d'Ivoire, se dit prêt à reprendre une coopération militaire avec le Mali et le Burkina Faso. Camarades, permettez-moi de sourire parce que si on se souvient bien, c'est M. Téné Birahima Ouattara, il y a quelques années, qui a pris son avion, qui s'est rendu en Turquie pour aller s'arrêter droit devant les Turcs pour dire de ne plus nous vendre des armes. C'est encore le même Téné Birahima Ouattara. Il y a quelques mois de cela, lors de la remise d'un matériel militaire à la Côte d'Ivoire par l'Union européenne d'ailleurs, qui a aussi dit que la Côte d'Ivoire est attaquée par les VDP du Burkina Faso. Monsieur Téné Birahima Ouattara, vous dites que vous êtes prêt à reprendre la coopération militaire avec le Mali et le Burkina Faso. Mais c'est vous qui disiez que ce sont les VDP du Burkina Faso qui attaquent, qui attaquent et qui insécurisent la Côte d'Ivoire. En somme, ce sont les VDP qui sont les terreaux. Mais les VDP là n'ont pas encore été supprimés au Burkina Faso, M. Birahima Ouattara. Ils sont toujours là. Donc, vous êtes prêts maintenant à venir composer avec les terreaux. C'est ça? Puisque vous nous accusez, nos VDP, d'être des déstabilisateurs et des terreaux. Vous êtes prêts maintenant à venir vous battre avec eux? Contre quel terreau maintenant? Puisque selon vous, c'est eux qui vous déstabilisent, c'est eux qui sont les terreaux. Comment est-ce que vous pouvez aller vous battre avec des gens que vous considérez comme des terreaux? C'est incongru, M. Téné Birahima Ouattara. Vous voyez, lorsqu'on court vers le mur en regardant ce même mur-là, on ne peut qu'aller vers, on ne peut que s'enfoncer le crâne et tout le corps dans ce même mur. Alors, encore autre chose. C'est votre grand frère, le président, comment il s'appelle encore, Dramatique Ouattara, qui s'est arrêté à Mondo Vision pour dire que non. Bon, ça c'est moi ma perception de la chose, hein, qu'il allait dégommer nos présidents. Parce qu'il a dit que lui, il allait faire revenir France 24 et RFI dans l'AES. Alors que les présidents qui ont mis ces chaînes mainstream-là à la porte sont toujours là. Pour qu'ils puissent les ramener, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils les fassent partie, il faut qu'ils les dégomment. C'est encore vous, chez vous en Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, que se trouvent les plus grands déstabilisateurs
de l'AES. Je ne vais pas citer les noms, mais on les connaît tous. Le capitaine Ibrahim Traoré, le camarade capitaine Ibrahim Traoré nous avait d'ailleurs dit qu'il se trouve en Côte d'Ivoire un centre des opérations. Vous êtes sortis sur vos grands chevaux, si vous vous souvenez. C'est encore en Côte d'Ivoire que le gouvernement en exil du Mali a été constitué. Et ils ont même été, leur président a été conduit, a été escorté par des motoristes officiels ivoiriens jusqu'à son domicile. On s'en souvient. Monsieur Téné Birahima Ouattara, le FLA, ce mouvement terreau là, où se trouve leur siège aujourd'hui? C'est pas nous, c'est eux-mêmes qui ont filmé et qui nous ont montré. Hein. À Mondovision, tout le monde l'a vu. C'est encore en Côte d'Ivoire. Alors, comment voulez-vous, vous qui nous accusez nos VDP d'être des terreaux, vous voulez venir encore vous battre aux côtés des terreaux, contre des terreaux, que bon, c'est ce qui se trouve peut-être dans votre imagination. Parce que si ce sont nos VDP qui sont les terreaux, c'est qu'il n'y a pas d'autres terreaux. Et vous hébergez, vous nourrissez, vous blanchissez tous ceux qui sont en train de nous attaquer. Et vous voulez encore que nous, on vous croit. Vous ne trouvez pas que c'est trop fort? Alors, camarades, selon moi, la chose est simple. Ils sont passés par tous les moyens pour nous déstabiliser. Le clou, c'était le 25 avril, passé ainsi, j'ai bonne souvenance, où ils ont pu mettre en place 12 000 hommes contre notre cher Mali. Mais ça n'a pas non plus marché. Alors, le patron, parce qu'il est clair qu'il y a un patron qui se trouve à l'Élysée ou au Quai d'Orsay, a donné maintenant l'ordre de ruser, de pénétrer, de travailler avec nous afin de savoir comment nous faisons, parce que c'est devenu opaque pour eux. Si vous voyez bien que nos soldats ne sont plus formés chez eux, nous formons nos propres soldats, nous avons notre propre doctrine et notre propre tactique de guerre. Ils n'arrivent plus à voir, c'est devenu opaque. Donc il faut venir ruser, pactiser, essayer de travailler avec eux pour essayer de percer le mystère. Moi, c'est un avis personnel. Alors, camarades, je crois que nos gouvernants sont bien plus au fait des choses que nous. Nous, c'est ce qu'on voit qu'on dit. Eux, ils sont même au fait des choses que nous ne savons pas. Je vous invite toujours à rester concentrés. Parce que cette guerre-là, nous allons la gagner. Ils sont aux abois. Ils veulent utiliser d'autres subterfuges pour nous atteindre. Donc, camarades, à nous la victoire. Le nouveau président béninois a fait une tournée au Burkina Faso et au Niger. Le geste en lui-même, il n'y a aucun souci qu'un nouveau président du Bénin se déplace alors que le Bénin a voulu attaquer le Niger et les terreaux du Bénin attaquent le Burkina, les sorties du Bénin attaquent le Burkina, le Niger et j'en passe. Donc je me serais dite en temps normal que c'est une démarche appréciable. Mais pourquoi moi je suis sur mes gardes? C'est parce que je fais partie de ceux qui pensent que en fait, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours et que lorsque nous connaissons déjà l'ennemi et nous savons que l'ennemi peut utiliser toutes sortes de stratagèmes dans le but de nous abattre, on ne va absolument et absolument jamais apprécier les yeux fermés un geste de cet ennemi dans notre direction. Monsieur Ouadani a été élu avec les méthodes que nous connaissons. Les Béninois lambda ne pouvaient pas déposer une candidature pour l'élection présidentielle de son pays, dans l'élection présidentielle de son pays, parce que M. Patrice Talon avait, avec l'approbation de la France, verrouillé déjà la politique béninoise, mais surtout le système électoral du Bénin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Patrice Talon, déjà la première question que nous devons nous poser, c'est nous savons très bien que les démocratiquement élus ne quittent pas le pouvoir facilement, surtout quand nous savons que Monsieur Patrice Talon est l'élève de Monsieur Ouattara. Dans les coups d'État
constitutionnels font partie de la vie des démocratiquement élus. Mais pourquoi M. Patrice Talon a accepté de laisser la place à son dauphin? C'est clair, net et précis. C'est dans le but de nous faire croire que M. Patrice Talon n'est plus là. C'est dans le but de nous faire croire que le fait de changer de président au Bénin, les choses allaient changer entre le Bénin et le Niger et aussi le Burkina Faso. Mes frères et sœurs, je ne suis pas née de la dernière pluie, encore moins je ne vis pas dans un monde de bisounours. Je tiens à vous dire que tout ce qui se passe, nous devons redoubler de vigilance. La France est derrière toute cette manœuvre. C'est une stratégie d'endormissement dans le but de mieux nous abattre. Sur les chaînes de propagande françaises, les journalistes qu'on appelle communément maintenant des journalopes n'hésitent même plus à dire à Mondovision qu'il va bien falloir attaquer nos 3 États parce que la France a besoin d'énergie. Donc à partir du moment où nous savons que ce pays est derrière la déstabilisation de l'AES, notamment du Niger, du Burkina Faso et du Mali, à partir du moment où nous savons que ce pays siège du côté, avec ses militaires, du côté du Bénin pour organiser la déstabilisation de l'AES et même la mise à mort des soldats béninois gratuitement, parce que vous le savez très bien, le financement du terrorisme maintenant, ce n'est plus les enlèvements. Ce sont des dotations qu'on donne aux armées dans une position. Et quand vous regardez les dotations données à ces armées, ils sont positionnés à la frontière soit du Burkina, soit du Niger. Jamais du côté de la frontière du Nigeria. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On donne des armes de poing, des radars et j'en passe. Et on donne l'ordre au terreau de venir attaquer ces soldats et de s'emparer de ces équipements pour que demain, aussi bien le Bénin que la France se dédouanent de l'attaque que la France elle-même, elle a programmée dans le but de déstabiliser nos États. Donc le changement de pouvoir au Bénin, pour moi, on déshabille Paul pour habiller Pierre. C'est la même personne qui est au siège au Bénin. Et donc la stratégie de partir tendre la main au Burkina Faso, au Niger, ça fait partie de ce que le colon français lui a demandé à ce président dans le but de nous endormir. Il ne peut absolument rien faire sans autorisation de la France et sans ordre de la France. Sachez-le très bien. La France a mis son grappin sur le Bénin. La France est en train de dire les militaires béninois gratuitement. Vous le savez très bien. Elle ne lutte pas contre le terreau, elle organise la déstabilisation des pays de l'AES du côté du Bénin comme du côté de la Côte d'Ivoire et j'en passe. Donc, dire que la démarche de ce nouveau président, c'est quelque chose de nouveau, un vent nouveau, c'est que vous n'avez absolument rien compris. Monsieur Patrice Talon a quitté le pouvoir, on lui a demandé de quitter le pouvoir pour une simple et bonne raison. Il est grillé auprès de nos autorités de l'AES. Tout ce qu'il essayait de faire, nous étions derrière pour saboter cela. Alors, comme il est grillé, son maître lui a demandé de se mettre de côté et de prendre une talonnette dans le but de nous endormir. Donc, si vous êtes dans la stratégie, vous pensez que vous vivez dans un monde de bisounours, je tiens à vous dire que moi, je ne vis pas dans ce monde-là. Donc, je vous demande, en tout cas moi personnellement, je prends cette démarche, c'est-à-dire avec beaucoup de distance. Et je demande à nos autorités de redoubler de vigilance. Parce qu'à chaque fois que l'ennemi nous a tendu la perche, nous a tendu la main, des grandes opérations de déstabilisation se préparent derrière dans le but de le dédouaner auprès de son opinion publique pour qu'on dise que voilà, ça ne peut pas venir de son... Il ne peut pas avoir approuvé cette démarche, il n'est pas au courant de ça parce qu'il vient de rendre visite au Burkina Faso, au Niger et j'en passe. Je tiens à vous le dire, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. À partir du moment où la France déclare officiellement la guerre à l'AES, la France détruit le Mali, la France approuve la déstabilisation de nos États, là où la France est, là où la France tire ses ficelles, tout ce qui vient de là, nous devons le prendre avec beaucoup de distance. Le fait qu'on demande à nos autorités de se déplacer, j'en passe, moi, ça ne me dérange pas du tout. Même si je sais que
nos autorités, pour moi, le Bénin aujourd'hui, avec la France à l'intérieur, est un pays dangereux. Donc pour moi, nos autorités, si ça dépendait que de moi, ne pouvaient pas se déplacer. Mais, chacun voit, hein, d'accord, analyse la situation comme il le pense. Mais je le dis et je le maintiens. M. Patrice Talon, c'est M. Ouadani. M. Ouadani, M. Patrice Talon, c'est la France. Donc à partir du moment où la France, qui a décidé qu'elle va détruire l'AIS, nous envoie un de ces éléments, nous devons faire beaucoup attention. Cette visite, si les choses étaient dans un monde normal où deux pays ont eu juste des petits problèmes sans que l'impérialisme soit là, il n'y a aucun souci. Mais à partir du moment où l'impérialisme organise la déstabilisation dans un État, même si on nous renvoie quelqu'un qui ne ressemble pas à celui qui nous attaque, nous devons faire attention. Donc voilà mon analyse. Je vous remercie. Bonne journée à vous et à très bientôt. Les grands enseignements de la première tournée du nouveau président béninois Kossi Mboueke Romuald Ouadani. Le président fraîchement investi à la tête de la République du Bénin a occupé positivement les tabloïds ces derniers jours par une tournée diplomatique qui n'a pas manqué de surprendre plus d'un d'entre nous. Au regard des choix de lieux de visite privilégiés par le nouveau président béninois, honnêtement, on doit reconnaître qu'on ne s'y attendait point. Il nous a positivement surpris. Pourquoi nous a-t-il positivement surpris? Parce que son prédécesseur et mentor, son tuteur, celui qui a savonné les planches à toute l'opposition pour lui permettre, lui et lui tout seul, d'entrer dans le boulevard du pouvoir, l'ancien président Patrice Talon, avait brillé par une politique extrêmement hostile aux intérêts africains sous-régionaux. Hostile à la République du Niger, à laquelle il voulait faire la guerre dans le cadre de la CEDEAO avec le soutien du Nigeria, de la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et en renier notre belle terre, burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Avec le soutien de la junte néocolonialiste et terroriste française, le président Patrice Talon s'était illustré par une très grande méchanceté envers l'Alliance des États du Sahel, envers les panafricanistes. Il était même devenu moqueur en prétendant que, en sortant de la CEDEAO, en privilégiant une alliance avec la Fédération de Russie, les pays de l'AES n'en étaient pas pour autant sortis de la tourmente du terrorisme. Bref, le président Talon a fini son mandat en parlant avec beaucoup de mépris à ses voisins ouest-africains, exactement comme le précédent président de la République du Niger, celui que nous avons appelé le junteur de Niamey qui a fait boum, Mohamed Bazoum. Donc on s'attendait à ce que le nouveau président, Kossi Mboueke Romuald Ouadani, qui d'ailleurs avait été le ministre de l'économie et des finances de son prédécesseur, et qui en partie avait participé à cette curée contre l'AES, on s'attendait à une continuité. On s'attendait à cette traditionnelle hostilité d'un Bénin qui était allé, en tout cas ses autorités, jusqu'à dire que le Niger en était jaloux. Tout simplement incongru. Rien que quand on regarde la taille des deux États, on se demande comment une telle comparaison a pu habiter un cerveau normal. Donc, j'insiste pour dire que le président Kossi Mboueke Romuald Ouadani a positivement surpris. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de voyager d'est en ouest. Regardez bien la courbe de son déplacement. Il est d'abord allé vers l'est, c'est-à-dire au Nigeria, le grand voisin de droite du Bénin. Il est allé donc à Abuja rencontrer le célèbre Sleepy Joe, à Debola Tinubu. On peut dire qu'il a fait acte de respect, de considération pour le grand voisin de la CEDEAO, son voisin de droite. Mais tout de suite après, il a repris son avion et est venu, maintenant, direction pratiquement, l'ouest. Il est venu au nord-ouest du Nigeria rencontrer
le président Tchiani à Niamey. Après Niamey, il a continué encore vers le nord-ouest pour aller à Ouagadougou, rencontrer le président Ibrahim Traoré, président du Faso. Et juste après la rencontre avec le président du Faso, il est alors descendu sud-ouest, à Lomé, à quelques encablures de la capitale béninoise, eh bien, Cotonou. Il est descendu rencontrer celui qui était aussi regardé comme le frère rival du régime du Bénin, le président du Conseil de la République togolaise, Faure Gnassingbé. C'est ce que j'appelle donc le voyage d'est en ouest. Un voyage en fer de cheval, un voyage qui est littéralement un tour des voisins du Bénin. Il a commencé par faire un tour des voisins du Bénin. C'est vraiment une stratégie qu'on doit saluer. Tout dirigeant qui prend le pouvoir en Afrique doit commencer par respect pour l'Afrique, par visiter ses voisins, pour leur dire « je suis arrivé » et leur présenter ses intentions. Rien que ce geste, à lui seul, permet d'entrer maintenant dans ce qu'on appelle une dynamique d'espérance. Mais le voyage ne fait pas tout. Intéressons-nous à ce qui s'est dit. Moi, j'ai lu les communiqués conjoints qui ont sanctionné les visites successives du président Kossim Boueke Romuald Wadani au Nigeria, puis au Niger, puis au Burkina, et puis enfin au Togo. Dans tous ces communiqués, j'ai noté 3 points qui revenaient systématiquement. Le premier point qui revenait systématiquement, c'était unir les forces africaines pour combattre le terrorisme dans la sous-région. Le président Kossim Boueke Romuald Wadani n'a pas dit unir les forces africaines avec les forces françaises. Il n'a pas dit unir les forces africaines avec les forces américaines. Il n'a pas dit unir les forces africaines avec les forces européennes. Il n'a pas dit unir les forces africaines avec les forces de l'OTAN. Il dit unir les forces africaines pour combattre le fléau du terrorisme et du banditisme qui sévit depuis plusieurs années dans la région. Donc, bien compris, le président Kossim Boueke Romuald Wadani et ses homologues nous promettent une lutte contre le terrorisme en bonne entente entre pays africains sans y associer des puissances qui ont créé les organisations terroristes, c'est-à-dire les puissances de l'OTAN. Les États-Unis et leurs alliés ne doivent pas être associés à la lutte antiterroriste parce qu'ils sont les parrains des organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par les Américains pour combattre les Soviétiques en Afghanistan. Et l'État islamique, le président Donald Trump l'a dit, a été créé dans les années 2010 par l'administration Obama-Clinton. Donc, si le président Wadani lui-même a compris ce qu'il a dit, et s'il a compris ce que ses homologues lui ont dit, il s'agit de combattre les terroristes sans s'associer aux parrains du terrorisme. Je connais des gens qui vont dire, ok, d'accord, dans ce cas-là, s'il doit se séparer des Américains, des Français, bref, des Occidentaux dans la lutte antiterroriste, alors les pays de l'AES doivent aussi se séparer de la Fédération de Russie dans la lutte antiterroriste. Ce n'est pas vrai. La Fédération de Russie n'a jamais créé, financé, armé, renseigné une organisation terroriste pour attaquer les Africains. Elle ne peut pas être traitée comme la République française de Macron. Elle ne peut pas être traitée comme les États-Unis de Trump. Elle ne peut pas être traitée comme l'Union européenne, qui sont des puissances financières, fournisseuses d'armes, de renseignements, fournisseuses de couverture médiatique des groupes terroristes. Et il n'y a aucune commune mesure entre l'implication française, l'implication de l'OTAN dans la lutte antiterroriste en Afrique et celle de la Fédération de Russie. Il faut que ce soit clair dès le départ. Pourquoi? Parce que la Fédération de Russie n'a jamais été accusée de soutien au terrorisme en Afrique.
et même les pays où la Russie n'est pas arrivée, ne se sont jamais plaints que la Russie, eh bien, ait financé une organisation terroriste contre eux. Je parle des pays d'Afrique francophone, par exemple. Aucun d'entre eux ne peut dire la Russie finance une organisation terroriste contre nous. Donc ce n'est pas vrai que le retrait des troupes françaises du Bénin puisse équivaloir au retrait des troupes alliées russes du Sahel. Ce n'est pas du tout la même chose. Et si vous pensez que c'est la même chose, ça sera une visite pour rien. Deuxième point. Le président Kossim Bouéké-Romuald Ouadani et ses homologues se sont engagés à la levée de tous les obstacles à la coopération entre leurs pays. Cette expression a été utilisée surtout au Niger et au Burkina Faso et même au Togo. La levée des obstacles. Et qui dit obstacle dit entre autres justement tous les obstacles qui ont fait qu'aujourd'hui les armées béninoises et de ces pays voisins ne coopèrent pas suffisamment dans la lutte antiterroriste, c'est-à-dire la présence des parrains des groupes terroristes en territoire béninois. Une fois de plus, c'est le principal obstacle, c'est la clé de tous les obstacles. À partir du moment où les parrains des groupes terroristes n'auront plus droit de cité au Bénin, tous les autres obstacles entre le Bénin et ses voisins seront levés. Troisième point que j'ai remarqué à l'occasion de cette visite, partout le président Kossim Bouéké-Romuald Ouadani du Bénin a invité ses homologues à lui rendre visite dans son pays, le Bénin. C'est-à-dire, en réalité, il les a invités à se considérer une fois de plus comme étant chez eux au Bénin. Alors, je conclue en disant que si le président Kossim Bouéké-Romuald Ouadani veut faire de cette tournée initiale un véritable succès, il est temps qu'il joigne l'acte aux paroles. Si les actes ne suivent pas les paroles qu'il a dites, le temps de grâce dont il bénéficie en raison de son approche diplomatique positive prendra fin. Et les hostilités diplomatiques, médiatiques, géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques reprendront de plus belle. Honnêtement, la balle est désormais dans le camp du nouveau président béninois. S'il prend les dispositions qui permettent de restaurer la pleine confiance avec ses voisins du Niger, du Burkina Faso et du Togo dans une lutte antiterroriste sans y mettre, comme acteurs, les véritables parrains du terrorisme que sont les forces de l'OTAN et notamment les forces néocolonialistes françaises, si cela est fait dans cet esprit, tout se passera pour le mieux. Tout se passera pour le mieux et on assistera à un véritable renouveau de la situation politique ici au Sahel. Voilà ce que je voulais faire remarquer sur ce point avant de passer au dernier point, au dernier point de cette émission où nous allons justement aborder la question de l'impact de cette nébuleuse, terroriste sur les événements en cours ici au Sahel et dans le monde. Excusez-moi, j'essaye simplement de ne pas vous laisser en plan. Il y a des machines qui se déchargent. Voilà. Très bien. Donc, c'est vraiment ce que je voulais dire. Je voulais dire que le président béninois a réussi une très belle première tournée inaugurale, mais il ne faut pas qu'il oublie que les peuples sont maintenant à l'attente des actes. Bon, des commissions ont été mises en place, il faut les laisser travailler, mais ce n'est pas simplement une affaire de commission, c'est une affaire de décision. Monsieur le Président, Kossim Bouéké-Romuald Ouadani du Bénin, vous êtes attendu non plus à la parole, mais à l'acte. Vous avez bien parlé, mais maintenant agissez bien. Et la patience des peuples a des limites par les temps qui courent. La patience des peuples a des limites. Agissez. Annoncez-nous la fumée blanche. Mettez hors du Bénin les troupes néocolonialistes françaises qui sont des relais
de la déstabilisation terroriste du continent africain. Cette première décision-là, à elle toute seule, vaudra tout l'or de votre visite. Donnera à votre visite un sens inouï que l'histoire n'oubliera pas. Et vous situera dans la dimension des grands Africains qui, dans votre pays, par exemple, ont été de la trempe du général Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou vivant, l'armée française ne pourrait pas venir, s'installer au nord du Bénin. Impossible. Nous ne pensons pas cela possible avec le président Kérékou, qui pourtant a été officier de l'armée française, mais qui a su, quand il le fallait, couper igname. Le Sénégal et la Guinée-Bissau font partie de la même organisation régionale que le Bénin du président Kossi Mbweke Romuald Ouadani. Ce sont des pays de la CEDEAO comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana. Et de ce point de vue, on peut considérer comme tout naturel qu'un président nouvellement installé à la tête d'un pays de la CEDEAO aille saluer ses pairs, PAIRS, de la CEDEAO. Donc l'événement politique de ce deuxième grand déplacement du président béninois, ce n'est pas le fait qu'il soit allé en Guinée-Bissau ou au Sénégal. Globalement, on sait ce qui se passe en Guinée-Bissau. Le général Hortan Tam, qui a fait le coup d'État pro-français et en complicité avec l'ancien potentat du lieu, Umaro Sissoko Embalo, alias Guterres Madi. Le général Hortan Tam n'a rien de nouveau à apprendre à Kossi Mbweke Romuald Ouadani, le président béninois. On sait que c'est un général d'opérette qui a été fabriqué par la France-Afrique pour bloquer le processus populaire, le processus d'expression populaire du peuple bissau-guinéen. Et d'ailleurs, on sait que c'est le PAIGC, Parti de l'Indépendance, de Domingo Chimoes Pereira, qui avait gagné. Et que c'est un coup d'État france-africain et même sénégalais qui a permis l'inversion du score des résultats et l'installation d'un général d'opérette à la solde de la France-Afrique, Hortan Tam, à la tête de la Guinée-Bissau. Ça, c'est un fait. C'est un fait scientifique incontestable. Nous avons tous vécu cet épisode ici. Donc, je ne pense pas que le président béninois aille découvrir quelque chose de particulier du côté de la Guinée-Bissau, où il sait à quelle sauce les Bissau-Guinéens sont mangés. Quant au voyage au Sénégal, qui est un pays membre de la CEDEAO, un membre important de la CEDEAO, tout naturellement, c'est un voyage tout aussi classique. Et puis, dans la scène politique sénégalaise actuellement, il n'y a pas de raison d'être particulièrement optimiste. Il n'y est pas allé à la découverte d'un Sénégal qui se porterait au mieux. Tout le monde voit bien la tension qu'il y a entre le président de la République au Sénégal et le président de l'Assemblée nationale, notamment depuis que l'actuel président de la République a décidé d'abandonner le programme de PASTEF au nom duquel il a été élu et de larguer celui qu'il a porté au pouvoir et qui lui a cédé sa candidature, à savoir le président de l'Assemblée nationale, président de PASTEF, Ousmane Sonko. Donc je ne pense pas que le président Kossi Mbweke Romuald Ouadani soit non plus allé au Sénégal à la rencontre de nouveautés, de réalités nouvelles. Je ne pense pas que c'était un voyage politiquement très stimulant pour lui. Je pense que c'était un voyage plutôt classique. Ce qui est très différent, y compris même d'un voyage en Côte d'Ivoire, c'est le déplacement du président béninois ici à Bamako, au Mali. Il est venu rencontrer le président de la transition de la République du Mali, le général d'armée Assimi Goïta. Or, tout le monde sait que le président Assimi Goïta, dans cette sous-région, n'est pas n'importe qui. Il est le président du pays qui héberge la charte de l'Alliance des États du Sahel, celle qui a mis fin à la suprématie de la CEDEAO sur l'Afrique de l'Ouest. Il est le président du pays qui a, en tant que pionnier, ouvert le chemin
de la révolution panafricaniste ouest-africaine de ce siècle. Car le président Assimi Goïta est à la tête du pays qui a délogé en premier, dans cette séquence historique singulière, les troupes néocolonialistes françaises. Par la suite, les troupes impérialistes de l'ONU, les troupes impérialistes de l'Union européenne. Et c'est le président Assimi Goïta et ses compagnons de la révolution du Mali Koura et du Conseil national de transition du Mali qui ont inspiré positivement le Burkina Faso et le Niger, afin que ceux-ci accomplissent à leur tour le changement radical de la stratégie de lutte contre le terrorisme et engagent la marche vers la souveraineté réelle de l'Afrique dite francophone, qui a été suspendue depuis l'escroquerie des soi-disant accords de coopération de défense, accords culturels, etc., et pseudo-indépendance des années 60, traficotés, truqués, piégés par le néocolonialisme français, à travers notamment ces grands architectes que furent le général Charles de Gaulle et son homme de main Jacques Foccart. Donc, que ce soit au Bénin ou dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique continentale et dans toutes les diasporas, et même pour tous les observateurs de tous les continents, des déplacements et du positionnement du nouveau président béninois, la visite qui était la plus attendue, des 3 visites que je viens d'évoquer, c'est la visite ici au Mali. Car il y a une 3e raison. Le président Assimi Goïta ayant été, comme je l'ai rappelé, le premier président en exercice de la Confédération d'Alliance des États du Sahel, prendre langue avec lui est déterminant dans l'amélioration des relations bilatérales et même multilatérales du Bénin avec son grand voisin le Niger, son voisin le Burkina Faso et par extension le Mali, qui nécessairement est dès lors son partenaire. Donc la question est la suivante. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce que nous devons en particulier scruter dans la visite du président Ouadani ici à Bamako? À mon avis, nous avons 3 choses à essayer de comprendre. Nous devons nous efforcer de lire entre les lignes de toutes les déclarations qui ont été faites de part et d'autre ici à Bamako, lors du passage du président Kossi Mboueke Romuald Ouadani, nouveau président béninois. Premièrement, il est venu dans le pays qui a entièrement révisé la doctrine de la lutte antiterroriste. C'est le Mali qui, le premier, a montré que on ne peut pas combattre le terrorisme en Afrique en s'appuyant sur les puissances qui l'ont installé. Quelles sont les puissances qui ont installé le terrorisme en Afrique? Ce sont les puissances de l'OTAN. Celles qui ont saccagé la Libye et assassiné Kadhafi en 2011, dont notamment les États-Unis d'Obama, la France de Sarkozy et la Grande-Bretagne de David Cameron. Quelles sont les puissances qui déstabilisent le Sahel? Ce sont les puissances qui précisément ont créé les 2 principales organisations terroristes sahéliennes qu'on retrouve dans le golfe de Guinée et maintenant dans le bassin du Zambèze et jusqu'aux portes de l'Afrique du Sud. Al-Qaïda, organisation terroriste créée par les services américains dans les années 80 pour combattre les soviétiques en Afghanistan, et l'État islamique, organisation de mercenaires terroristes créée par les mêmes services américains sous l'administration Obama-Clinton, nous a ouvertement révélé l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, pour déstabiliser les pays du Moyen-Orient qui ne veulent pas céder leur pétrole gratis aux Occidentaux, leur gaz, leurs ressources naturelles. Ça a été le cas de l'Irak, ça a été le cas de la Syrie, c'est le cas du Liban et c'est le cas de la Palestine, c'est le cas de l'Iran. Ces pays sont attaqués par la coalition occidentale pour les dépouiller et on a créé l'État islamique pour déstabiliser les pays que l'Occident militaro-politique veut dépouiller. C'est le même groupe qui ont opéré donc en Afrique du Nord, notamment donc en Libye. On les a retrouvés à un moment donné d'ailleurs en Algérie, puis progressivement ils sont descendus de la Libye et de l'Algérie notamment vers le Sahel qu'ils ont envahi sous la bienveillance de leurs protecteurs, ceux qui leur donnent des armes, ceux qui leur donnent du renseignement satellitaire, ceux qui leur donnent des munitions, ceux qui leur donnent même de temps en temps des otages pour pouvoir bien les financer
ceux qui leur assurent une grande couverture médiatique, et maintenant qui leur donnent même une couverture diplomatique, et puis qui les aident à formuler une espèce de cohérence bricolée, une idéologie bizarre qui désormais s'appelle l'islamisme soi-disant chrétien, mais en fait un islamisme crétin. Le Mali est le pays qui a remis en cause la doctrine de la lutte antiterroriste en disant « Nous ne pouvons pas combattre Al-Qaïda et l'État islamique en nous faisant aider par l'OTAN, par l'Union européenne, par la France. Car ces pays-là sont les parrains des groupes terroristes qui nous attaquent. Le soi-disant MNLA, qui est devenu le FLA, le JNIM, le GSIM, tout ça, ce sont des mercenaires de l'OTAN, des alliés de l'OTAN qui sont au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Ce sont les mercenaires de la France qui attaquent le Mali, qui attaquent le Burkina Faso, le Niger, et par la suite le Togo, même la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun. Ce sont eux qui attaquent dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Ce sont eux qui attaquent dans la région de Cabora-Bassa, eh bien, au Mozambique. Et ce sont eux qui attaquent bientôt l'Afrique du Sud qu'ils veulent dépecer en y provoquant artificiellement un conflit génocidaire interafricain. C'est la manipulation de toute l'Afrique par la coalition occidentale qui est la principale source des conflits que nous connaissons. Ce sont des conflits instrumentaux, utilisés selon la méthode de l'ordre par le chaos, ces conflits permettant aux puissances occidentales de se rendre indispensables, et une fois qu'elles se rendent indispensables, de mettre la main sur les régimes politiques, mettre la main sur les ressources, et le tour est joué, satisfaire leur problème fondamental, la pauvreté de leur terre et l'angoisse existentielle qui en résulte. La question qu'on doit donc se poser, c'est lorsque le président Kossi Mbweke, Romuald Wadani du Bénin, vient rencontrer le cerveau initial sur le plan politique de cette révolution panafricaine, est-ce que les explications que le président Assimi Goïta donne à son frère, le président Kossi Mbweke Romuald Wadani, lui permettent de comprendre que la stratégie de lutte antiterroriste que le Bénin a choisie ne peut pas être poursuivie sans que ce ne soit là une trahison supplémentaire du peuple béninois. Donc on doit être attentif au fait que le séjour du président béninois, eh bien, à Bamako, a-t-il eu l'effet que la vérité, la justice et la solidarité, l'effet que la Mahat a sur l'esprit humain, lorsque l'esprit humain entre en contact avec la vérité, la justice et la solidarité, il reçoit une lumière, certes éblouissante, mais à partir de laquelle il peut, comme le dit Platon, dans la célèbre allégorie de la caverne, commencer à voir progressivement jusqu'à parvenir à l'objectivité du jugement. On a vu d'autres dirigeants africains connaître leur chemin de Damas. C'est lorsqu'une délégation de l'armée nigérienne, alors dirigée par celui qui était le chef d'état-major de l'armée du Niger, le général d'armée Salifou Moudi, est venue au Mali, quand elle a été briefée par les dirigeants maliens sur les enjeux de la lutte antiterroriste, c'est cette délégation de l'armée nigérienne venue rencontrer le président Assimi Goïta et par la suite rencontrer le président Ibrahim Traoré à Ouagadougou. C'est cette délégation de l'armée nigérienne qui a constitué le noyau de la révolution nigérienne. Parce qu'ils sont venus discuter avec leurs frères au Mali, que le président Assimi Goïta leur a exposé carte sur table toutes les preuves irréfutables de la nature profonde de la déstabilisation que le continent subissait, que ses frères d'armes du Burkina Faso et du Niger ont dit très bien. Ce que vous dites, nous l'avons vérifié chez nous, au Burkina. Les Nigériens ont dit, ce que vous dites, nous l'avons vérifié chez nous, au Niger. Donc, votre révolution et la nôtre ont le même but. Rendre sa souveraineté à notre peuple. Nous devons nous unir, car nous avons le même objectif et la même compréhension. Est-ce que le président Kossi Mbweke, Romuald Wadani, va sortir de Bamako, un peu comme Saint Paul
sur le chemin de Damas. Avant de rencontrer le Christ sur le chemin de Damas, nous raconte la Bible chrétienne, Saint Paul ne s'appelait pas Paul, il s'appelait Saül. Et il était un persécuteur de ses propres frères. Mais quand il fit la rencontre du Fils suprême de Dieu, raconte le texte biblique, Saint Paul connut une conversion, un changement. Est-ce que Bamako sera le chemin de Damas? Du président Kossi Mbweke, Romuald Wadagni? Voilà la question. Si Bamako, si Niamey, si Ouagadougou sont les chemins de Damas du président béninois, la décision qui va tomber dans les prochains jours, c'est l'appel au retrait total des troupes françaises du sol béninois. Nous avons un critère expérimental, scientifique, imparable. S'il a bien compris ce que les présidents Tiani, Traoré et Goïta lui ont expliqué, nous savons que la conséquence, c'est qu'il va signer le bon décret. Il va signer le bon décret. Et il sait que c'est ce qu'il a à faire. Marcher dans les pas du grand Mathieu Kérékou. Marcher dans les pas du roi Béhanzin. Marcher dans les pas du roi Glélé. Marcher dans les pas des Amazones du Dahomey. Le président Kossi Mbweke, Romuald Wadagni, après avoir visité les 3 pays de l'AES, ne peut pas ne pas être confronté à cette question cruciale. Je continue à combattre les terroristes dans mon pays en me faisant aider par les puissances qui sont leurs parrains, ou je me sépare de ces puissances. Je m'unis à mes frères du Sahel et je combats le terrorisme. Voilà la question. Bien sûr, si on regarde les déclarations diplomatiques qui ont sanctionné la visite du président béninois à Bamako, on verra que ces déclarations sont toujours frappées du coin de la tournure. Mais on verra aussi, et c'est incontestable, j'ai déjà vu quelques déclarations qu'il y a eu, que la question centrale, c'est la compréhension des enjeux de la lutte antiterroriste, la question de la sécurité. Si la question de la sécurité est résolue, alors pourra être abordée sérieusement la seconde question qui se pose et qui s'impose. C'est la question de la coopération économique, non pas simplement entre les pays de l'AES en général et les pays de la CEDEAO, mais c'est la question de la réhabilitation potentielle du port de Cotonou. Le président Kossi Mbweke Romuald Wadagni arrive au pouvoir avec un Bénin en chute libre. Pourquoi? Parce que la politique néocolonisée, la politique ostraciste, la politique agressive du président précédent Patrice Talon a vidé le port de Cotonou, a effondré une bonne partie du tissu économique béninois dont l'activité tournait autour, justement, de l'import-export des marchandises du Niger et potentiellement par là des marchandises du Burkina Faso et même des autres pays de la grande zone AES. Si la question sécuritaire est résolue, car elle est la clé, elle est le verrou de tout, le port de Cotonou peut retrouver, pas la totalité, mais au moins une partie importante de son chiffre d'affaires perdu dans les errances et les hérésies de Patrice Talon. Donc, le président Kossi Mbweke Romuald Wadagni joue là le va-tout de la relève, du relèvement du port de Cotonou. Il joue là le va-tout de la remise en valeur de la position stratégique du Bénin comme porte d'entrée et de sortie des biens et des services par rapport au grand océan Atlantique. S'il rate la question sécuritaire, il va rater dans la foulée la question économique. Et s'il rate la question économique, il s'ensuit qu'il va être confronté dans la gestion du Bénin à une situation socio-économique tendue, qui, comme on le sait, est souvent le lit des troubles politiques. Donc, on attend de voir maintenant quel est le critère qui va nous permettre d'évaluer le déplacement idéologique, géopolitique ou géostratégique du nouveau président béninois. Mais ce sont les évolutions de la commission mixte bénino-nigérienne ou nigéro-béninoise qui a été mise en place par les 2 chefs d'État. Les présidents Tiani et Wadagni se sont entendus pour se donner 15 jours.
avec une commission mixte qui doit donner des recommandations afin que soient levés tous les obstacles qui empêchent l'ouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger et, par conséquent, qui permettent de redésenclaver complètement le port de Cotonou par rapport au hinterland de l'AES. Si la commission mixte finit ses travaux dans les 15 jours, que ces recommandations consensuelles soient appliquées par les deux parties en tension et même en conflit larvé, ce sera un point fondamental pour une relecture de la relation entre le Bénin et le Burkina et de la relation entre le Bénin et le Mali. Il n'y a aucun doute qu'il y aura un effet domino positif si la commission mixte Bénin Bénin-Niger réussit ses travaux, si la frontière nigéro-béninoise est ouverte, je vois fleurir une coopération extrêmement riche, extrêmement positive entre le Bénin et tous les autres pays de l'AES. Enfin, il faut voir que le président Kossim Boueke Romuald Wadani fait également cette visite pour arrondir les angles, pour apaiser l'environnement de son pays. Mais il faut constamment aussi l'observer sur un autre point. Jusqu'où pourra-t-il s'éloigner des fondamentaux de son prédécesseur et mentor et tuteur, qui dans le système politique béninois conserve encore un très grand pouvoir? Jusqu'où pourra-t-il s'en affranchir? Jusqu'où Patrice Talon, qui a modifié le système institutionnel, constitutionnel béninois pour se donner, à travers le Sénat, une position de force, jusqu'où Patrice Talon s'accommodera-t-il des innovations de son successeur? Pendant que le président Wadani fait ses gestes positifs d'apaisement, il doit surveiller, et il surveille en permanence, le satisfecit de son prédécesseur, qui, bien qu'ayant quitté, formellement le pouvoir, n'en conserve pas moins une très grande capacité d'action, voire de nuisance. Donc, le président béninois navigue entre deux forces. Le néocolonialisme, incarné par son prédécesseur, et dont il fut d'ailleurs lui-même le ministre, et le panafricanisme incarné par l'AES. L'Afrique tout entière observe le nouveau président béninois pour voir laquelle des deux forces l'emportera. Parce qu'il est impossible de tenir à moyen et à long terme dans le jeu qui consiste à vouloir à la fois satisfaire le néocolonialisme et le panafricanisme. La crise politique sénégalaise est là pour nous rappeler que ceux qui veulent jouer sur les deux tableaux finissent par se déchirer les fesses. Ceux qui veulent s'asseoir entre deux chaises finissent par laisser une fesse sur chacune des chaises. Comme le disait l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, le regretté Bala Keïta, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. On peut, quand on vient d'accéder au pouvoir, faire naître un grand espoir, celui de mener une politique qui réponde vraiment aux aspirations les plus populaires dans son peuple. Mais il y a des contraintes qui sont liées à la manière dont on est arrivé au pouvoir, qui sont liées aux personnes auxquelles on doit le pouvoir. Et j'ai commencé à observer des grincements de dents à Paris. La presse néocolonialiste française a commencé à mettre des coups de pioche, des coups de marteau, des coups de râteau dans le dos du nouveau président béninois. Il a commencé à recevoir de la part de la Macronie des avertissements sans frais. C'est-à-dire qu'au départ, on a pu dire c'est un super coup de bluff, il se la joue bien, laissons-le faire. Mais au fur et à mesure qu'il va aller maintenant dans l'action, imaginons par exemple un succès de la commission mixte bénino-nigérienne, aboutissant au départ complet des troupes françaises du sol béninois. Mais le jeu politique béninois va changer de nature. Donc nous sommes, nous autres, observateurs politiques, critiques et analystes de la chose politique, nous sommes très attentifs à la manière dont le nouveau président béninois va naviguer. Pendant combien de temps va-t-il
se promener entre le néocolonialisme et le panafricanisme? À quel moment il va devoir prendre la décision? Parce qu'il y a toujours une décision à prendre. À un moment donné, on est obligé d'être dans un camp. À un moment donné, quelques présidents malins qu'on soit, quelques rusés qu'on soit, on s'aligne derrière le néocolonialisme ou derrière le panafricanisme. Et on combat en unité, en union avec les siens. Moi, je ne crois pas en cette théorie politique selon laquelle on est l'ami de tout le monde. Aucun pays normalement dirigé ne peut être l'ami de tout le monde. La formule l'ami de tout le monde est une tromperie. Par exemple, on ne peut pas être l'ami des pays qui veulent détruire votre pays. On ne peut pas être l'ami des forces terroristes qui veulent mettre fin à votre république. Vous ne pouvez pas dire on est l'ami de tout le monde. Cette phrase-là, même les enfants de 3 ans n'y croient pas. Dès qu'un enfant est allé à l'école maternelle là, et qu'il s'est promené, il s'est promené dans la cour de récréation. Il sait que personne ne peut être l'ami de tout le monde. Personne, aucun être humain ne peut être l'ami de tout le monde. Et il y a toujours quelqu'un qui va te faire quelque chose, qui va faire que ce quelqu'un-là ne sera pas ton ami. En politique, c'est tout aussi vrai. On dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est-à-dire que c'est un jeu d'alliance qui permet à un État de peser en politique internationale. Et donc, il ne faut pas ici tomber dans un jeu de dupes, genre, le Bénin est l'ami de tout le monde. Il n'y a pas de pays ami de tout le monde. Les gens qui disent ça trompent l'opinion. Aucun pays n'est l'ami de tout le monde. Un pays qui est l'ami de tout le monde n'est pas un pays. C'est une passoire. Un pays qui est l'ami de tout le monde, c'est une jungle. Chacun vient faire ce qu'il veut dedans. Vous avez compris? Qu'on ne vous trompe pas avec ces formules. Ah, nous sommes les amis de tout le monde. Tant pis pour celui qui y croit. D'ailleurs, quand quelqu'un, un pays vous dit que lui, il est l'ami de tout le monde, c'est grave. C'est grave pour ceux qui y croient. Parce que ça, c'est un piège tendu à ceux qui y croient. Tous ceux qui ont un tant soit peu étudié la politique et l'histoire, savent qu'il n'y a pas de pays ami de tout le monde. Donc, est-ce que le président Ouadani, lui aussi, va commencer à nous dire que lui veut être l'ami de tout le monde? Ou que lui, il est sûr d'être l'ami de tout le monde? On comprendra qu'il s'est aligné derrière le néocolonialisme. Oui, celui qui est l'ami de tout le monde, c'est un menteur. Et les néocolonialistes, les impérialistes sont des menteurs fiefés. Des gros menteurs. Je me souviens d'une intervention de l'autocrate de mon pays natal, Biya Paul. On lui demande, mais il y a de plus en plus de marchés qui échappent à la France. C'est la presse française qui lui demandait ça. Il y a de plus en plus de marchés qui échappent à la France au Cameroun. Comment vous pouvez expliquer ça? Hein? Et le Cameroun est l'ami de tout le monde. On ne prend pas quelque chose à quelqu'un pour donner à quelqu'un d'autre. Chacun a sa place chez nous. Il disait ça aux journalistes français et il pensait même que certains d'entre eux pouvaient le croire. Ils l'ont regardé en disant, quel menteur. C'est nous qui l'avons vraiment formé. Quel menteur. Comment tu peux être l'ami de tout le monde? Est-ce que toi-même dans ta vie toi-même là, tu es l'ami de tout le monde? Dans ta famille là, est-ce que tu peux être l'ami de tout le monde? Ta famille élargie, tu peux être l'ami de tout le monde. Commençons par là. Tu as fait des établissements scolaires, tu étais l'ami de tout le monde. Tu as travaillé en entreprise, tu as travaillé dans les administrations, tu étais l'ami de tout le monde. Et puis c'est en politique que ça va arriver comment? Même ceux qui nous ont été présentés par les principales religions comme des saints, ils n'étaient pas les amis de tout le monde. Et tout le monde ne les aimait pas. Donc il faut renoncer à ce mythe-là, être l'ami de tout le monde. Ce mythe-là, c'est la théorie de la prostitution politique. Seuls les prostituées politiques sont les amis de tout le monde. C'est du djandjouisme. Ce n'est pas de la politique au sens noble de service sacerdotal des intérêts suprêmes d'une nation, d'un peuple. Quand vous choisissez de servir votre peuple, vous aurez les ennemis que vous méritez. Les ennemis de votre peuple vont vous combattre. Ne soyez pas étonnés de cela. Si d'ailleurs on ne vous combat pas, sachez que vous n'êtes pas en train de défendre une juste cause. On ne combat dans ce monde que ceux qui défendent les justes causes. Quand vous défendez une juste cause, on vous combat. On vous combat. Les causes insignifiantes, les causes qui n'ont aucune valeur, on ne les combat pas.
On combat ceux qui défendent les justes causes. Et ceux qui défendent les justes causes combattent ceux qui empêchent les justes causes. C'est autour des justes causes que le combat a lieu. C'est autour de la lumière que les ténèbres se révèlent. Et il n'y a pas de ténèbres sans lumière. Mais il y a lumière sans ténèbres. Voilà. Donc il ne faut pas que les gens tombent dans deux travers, et je conclus par là. Avec les déplacements du président Ouadani, il y a deux travers qui nous guettent. Premier travers, on tombe dans le Ouadani optimisme. Oh, c'est un président. Oh, il est intelligent. Oh, il est brillant. Oh, il est sage. Ce n'est que le commencement. Comme je l'avais dit, accordons-lui le bénéfice du doute. Observons-le. Voyons-le agir. Deuxième travers, ah non, de toutes les façons, il n'y a rien de bon à attendre de Ouadani. C'est un pur produit de la France-Afrique. Il n'y a rien de bon. Ça aussi, ce n'est pas bien. La critique politique ne nous donne pas le droit d'empêcher les êtres humains de changer. On connaît l'histoire de dirigeants politiques qui, lorsqu'ils se sont mis à exercer le pouvoir, se sont dévoués à leur peuple et ont renoncé à des positions qu'ils avaient avant. Ça existe en politique. Donc il faut lui laisser nous montrer où il va. Mais on ne va pas le laisser, il faut le laisser nous montrer où il va, mais on ne va pas le laisser tout le temps, on ne va pas le laisser pendant 5 ans nous montrer où il va. En réalité, il a un semestre là, il a 3 mois, un semestre pour nous montrer ses couleurs. Il a 3 mois, à 6 mois maximum pour nous montrer ses couleurs. Après quoi on saura s'il s'est aligné complètement et pour toujours, tout naturellement dans le bloc néocolonialiste dont il vient, ou s'il a fait un pas vers le panafricanisme, et si ce pas est décisif. On le saura. Voilà ce que je voulais dire. Sinon, c'est en tout cas une bonne initiative du président béninois de venir saluer ses homologues voisins, et cela consacre le retour en puissance dans la sphère diplomatique. Cela consacre la reconnaissance maximale de l'Alliance des États du Sahel. De toutes les façons, la politique ici au Sahel, la politique en Afrique de l'Ouest, au sens noble du terme, ce sont les Sahéliens qui la font. On sait que tous les autres là sont des détaillants de la politique néocolonialiste française. Voilà la vérité. Des détaillants de l'impérialisme occidental. Je lisais tout à l'heure, en discutant avec une spécialiste, je lisais tout à l'heure la littérature sur le fonctionnement des institutions africaines. Qu'est-ce que j'étais étonné. 77%. On parle de 77% du financement de l'Union africaine. 77% du financement de l'Union africaine qui viennent de l'étranger. Mais comment on peut appeler même cette organisation Union africaine? Comment on fait même pour appeler ça Union africaine? Et c'est de cette maladie que souffre la CEDEAO. Et ce sont ces maladies héréditaires, chroniques, que l'Alliance des États du Sahel a refusées. Et contre lesquelles elle est née, pour montrer le chemin de la vraie souveraineté africaine. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel et que la lutte continue pour la souveraineté réelle dans ce continent. Voilà mes chers amis, les réflexions que je voulais vous proposer. À propos de la visite du président Kossi Mboueke Romuald Ouadani en terre bénie africaine du Mali.